présentation qui se met par défaut en anglais. Je la passe en français. Voilà. J'ai beau enregistrer, il met toujours en anglais. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on est là pour une formation EasyRH. Hop, je vais lancer ma petite diapo. Voilà. Donc, le support, vous l'aurez à votre disposition également. Et vous pourrez même, pour les UDO, vous l'approprier si jamais vous voulez réanimer une version présentielle. Voilà, si vous vous sentez à l'aise, on verra ça plus tard. Mais voilà, c'est un support que les UDO peuvent se servir en tout cas pour après refaire une formation auprès des établissements. Donc, vous l'aurez tous à la fin de la visio. Donc, on va alterner entre support PowerPoint et évidemment l'application Isidore ici. Donc, je switch entre les deux. Étant donné que je suis sur 2 écrans plus Teams, si je vois pas les mains levées, la conversation, etc., Willy, Ralph, vous m'interrompez et vous n'hésitez pas à me dire qu'il y a une question ou une main levée. Vous avez la possibilité aussi de lever la main si vous souhaitez poser une question. Ou sinon, vous ouvrez votre micro et puis vous posez votre question. Voilà. Ok, très bien. Alors, donc, petit rappel d'Isidore pour celles et ceux pour qui c'est la première visio Isidore. Isidore, c'est une application à destination des chefs d'établissement et également des UDO Eurojec et aussi de la FNOJEC. Donc, du coup, en fonction de qui on est, on n'a pas accès aux mêmes applications. Quand on est UDO Eurojec, on a accès à certaines applications et quand on est établissement, ce sont ces 6 applications ici. Donc, on a EasyGestion et EasyRP. Donc, EasyGestion pour tout ce qui est situation financière. EasyRP, c'est pour la B2S, ça concerne les établissements de plus de 50 ETP, salariés, enseignants compris. On a EasyRH qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va aborder aujourd'hui, qui est pour la gestion du personnel. On a l'immobilier avec EasyBati, EasyData pour l'informatique et EasyPilot pour les bénévoles, la vie associative, les conseils d'administration, etc. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur EasyRH et plus particulièrement, je mets ma petite animation, on va regarder pourquoi l'utiliser. Parce que parfois, vous allez peut-être me dire qu'il y a d'autres outils pour faire les choses. Donc, on va regarder pourquoi le faire dans EasyRH et pas ailleurs. Donc, ce que vous pouvez faire dans EasyRH et ailleurs, c'est plutôt les premiers points. Gérer les dossiers des salariés de l'embauche à la fin de contrat, planifier le temps de travail des salariés, traiter une absence, un congé, un arrêt maladie ou accident de travail, réaliser des fiches de poste, réaliser des entretiens pro. Ça, c'est peut-être possible dans d'autres solutions payantes informatiques. Ça existe ailleurs. C'est pas forcément spécifique à l'enseignement catholique, mais on n'est pas les seuls à proposer ce type de prestation. Ça, voilà, il y a des logiciels pour le faire autres, pas forcément ceux de la branche, mais voilà. Nous, on a la particularité d'être non seulement gratuit, mais aussi de correspondre à la convention collective. Comme ça, on est sur la classification, etc. C'est beaucoup plus facile. On a la possibilité aussi de gérer les départs en formation, accompagner la montée en compétences. Donc ça, c'est la formule un peu GPEC qu'on n'abordera pas parce que c'est vraiment quand vous serez beaucoup plus à l'aise avec l'outil. Établir son DUR, faire son diagnostic RH. Donc voilà, toutes ces missions-là, on ne va pas les voir sur ces sessions puisque c'est
quelque chose qu'on voit une fois qu'on a bien acquis les premiers points jusqu'à la fiche de poste, je dirais. Une fois que tout ça c'est bien acquis, après on va commencer à être beaucoup plus à l'aise dans EasyRH et voilà, peut-être l'année prochaine poursuivre et faire plus de l'entretien pro, etc. Le CSE, on verra, il y aura une session en mars qui sera spécifique au CSE, à EasyRP, à la gestion de la B2S. Donc, il sera spécifique aux établissements de plus de 50 ETP, enseignants compris. Voilà. Donc, avant de commencer dans EasyRH, normalement, si vous n'avez jamais mis les pieds dans EasyRH, dans Isidore, vous allez avoir un EasyRH qui est vide. Donc, forcément, il va falloir commencer par le remplir et importer les salariés. Ça, c'est la première chose qu'on fait. On ne va pas commencer à attaquer EasyRH si on n'a pas fait cette étape. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Donc, je vous montre dans l'appli où est-ce que ça se passe. Donc, dans l'application Isidore, vous retrouvez les 6 applications que j'avais mis sur la petite diapo. On va dans EasyRH. Le menu s'articule sur des accès rapides. Donc, en fait, les accès rapides, c'est des tuiles qui sont à l'intérieur des tuiles rouges. Mais au lieu de rentrer dans les tuiles rouges et aller cliquer sur les tuiles, on a mis quelques raccourcis ici pour aller plus vite. C'est celle qu'on utilise le plus. Réaliser salarié, générer un document, consulter des documents, traiter un arrêt maladie. Voilà, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement, donc on vous les a mis là pour aller plus vite. Mais tout ça, ça se trouve dans les tuiles en dessous. Voilà. Donc, vous voyez, ça reprend les tirés que j'ai dit juste avant. Vous avez également la barre latérale qui décompose aussi, qui permet d'aller plus vite à un point précis. Par exemple, créer des fiches de poste. On l'a tout de suite ici. La liste des salariés, vous l'avez là directement ou avec le raccourci. Ou sinon, vous allez dans Administration du personnel, liste des salariés. Voilà, donc il y a toujours plusieurs chemins pour se retrouver. Il ne faut pas tout utiliser, hein, parce que sinon vous allez vous embrouiller, vous allez dire je ne comprends pas, la liste des salariés, elle est partout. Donc vous choisissez. Soit vous êtes à l'aise avec les menus, les raccourcis, soit vous êtes plutôt à l'aise avec la barre latérale. Moi, personnellement, je ne suis pas trop barre latérale parce que j'ai tendance à tout dérouler. Et en fait, je connais la barre latérale, je la connais, je connais les menus, je sais où ça se trouve. Donc, j'en ai pas besoin. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui ne sait pas où ça se trouve, c'est bien de dérouler et de comprendre un peu l'arborescence au début. Une fois que c'est acquis, vous allez jouer un petit peu avec vos petites tuiles, donc ces petits carrés là, et puis vous allez être beaucoup plus à l'aise. Et donc, vous pourrez faire un petit clic ici pour avoir un peu plus de place sur l'écran. D'accord. Et donc, du coup, c'est plus facile une fois qu'on a acquis l'articulation de l'application. C'est l'application la plus dense d'Isidore. Elle est évidemment, puisqu'on gère du personnel, il y a beaucoup de choses. Donc, pour importer les salariés, on va commencer à configurer son dossier. Et donc, il y a un petit menu qui s'appelle Importation de fiches. On appelle souvent ça des fiches salariés. En fait, les fiches salariés, c'est quoi? C'est votre dossier salarié que vous avez format papier dans votre petite armoire. C'est souvent des petits dossiers suspendus que vous accrochez dans vos petites armoires. Et dedans, il y a des petites chemises avec les papiers, le contrat de travail, les formations, tout ce qui concerne le salarié, les arrêts maladie. Et puis voilà, au fur et à mesure qu'il va vivre, hop, on fout tout dans son petit dossier. Bah là, on va faire pareil avec Isidore. Il y aura la version un peu numérique dématérialisée que vous allez pouvoir consulter partout, puisque c'est du web. Et puis, il y aura la version obligatoire qui est réglementaire, l'original papier qui est stocké quand même chez vous. Donc, l'importation de fiches. Vous avez 2 possibilités. Alors, vous en avez même plusieurs. Le premier choix, c'est d'importer depuis un logiciel de paye. Donc, on a le logiciel de paye. Du coup, ça va être Agathe, Applim. Voilà. Proginov, on ne l'a pas encore.
Mais voilà, c'est les plus utilisés. Proginov, ça va arriver. On arrive à les prendre pour la collecte des données, mais on n'arrive pas à la mettre encore dans EasyRH, puisqu'EasyRH, c'est de la donnée individuelle. On n'est pas sur de la collecte de masse avec des fichiers anonymisés. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a la petite différence, mais ça arrive. Donc, si vous êtes Applim ou Charlemagne, Charlemagne, pardon, Applim, Charlemagne, c'est pareil. Si vous êtes Charlemagne ou Agathe, du coup, ça se passe très bien. Vous allez générer votre fichier depuis l'application. Donc, pour ça, on a des petites fiches qui sont dans le support d'ailleurs, qui vous montrent comment on fait pour aller dans Charlemagne et générer son fichier pour ensuite aller le déposer ici, tout simplement. Le fichier, il est à déposer qu'une seule fois. Si vous vous trompez, il faut aller dans la liste des salariés et tout supprimer. Parce que si vous dites je me trompe, j'en remets un deuxième derrière, au lieu de 20 salariés, vous allez vous retrouver avec 40 salariés. Vous le refaites une troisième fois, vous allez avoir 60 salariés et là, ça va être un peu le bazar. Donc en fait, il ne sait pas écraser, remplacer, il cumule. Donc du coup, on ne se trompe pas, on fait bien ça une fois, on vérifie. S'il manque un salarié, eh ben, vous allez le créer, c'est pas grave. Il est arrivé il y a 3 semaines, il n'est pas dans le fichier, c'est pas grave, vous allez le créer dans EasyRH. Vous compliquez pas la vie à régénérer un fichier pour le prendre en compte et le redéposer et créer des doublons pour rien. Enfin voilà, vous avez compris. Vous faites une seule fois. Sinon, bah, voilà, il va falloir tout recommencer et on n'a pas la possibilité de faire un RAZ des fiches. Si on se trompe, il faut aller Laura, sur... donc il y a Elisabeth qui demande. Oui, Il y a Elisabeth qui demandait donc si pour les nouveaux, on est obligé de créer les salariés au fil de l'eau. oui, exactement. Ok. On va en fait importer sa base une première fois pour commencer. Et puis après, au fil de l'eau, vous allez créer votre salarié dans EasyRH parce qu'en général, il faut d'abord prévoir le besoin, créer la fiche de classification. Il y a tout un cheminement qui se fait dans le monde idéal, hein, parce que je sais que parfois j'étais attachée de gestion. Ça peut arriver qu'il y ait un salarié que je découvre à la cantine. Je ne savais pas son existence, j'ai eu toutes les infos après. Donc là, on se dépêche un peu et puis on fait dans les deux en même temps. Mais quand on a l'information avant, normalement, voilà, une embauche, ça se prépare, on fait tout un contrat, on propose une fiche de classif, on va faire des entretiens d'embauche, etc. On a trouvé, voilà. Donc il va faire sa petite vie dans EasyRH avant de se retrouver en paye au moment de payer le salarié à la fin du mois. Donc il y aura du coup ces petits. Si vous êtes chez Agathe, il y a une synchronisation qui se fait. C'est-à-dire que si vous l'avez créé dans EasyRH, vous pouvez le renvoyer dans Agathe et pas créer deux fois. Côté Charlemagne, on n'a pas encore cette gymnastique, donc c'est pas encore possible. Et si, La- excuse-moi, si lors de l'import initial, par exemple, là, il y a certaines OSEC qui n'ont pas encore utilisé EasyRH et donc qui veulent importer, qui font l'import salarié à partir du logiciel de paye. L'import se passe plus ou moins bien, ou il y a peut-être qu'une partie qui a pu être importée par le reste. Est-ce qu'on a la possibilité de faire un reset pour Non, recommencer maintenant? Donc, il faut non, compléter à la main si éventuellement il y a eu des c'est loupés ça. ou des manquements. Voilà. Une fois qu'on a fait son import, après, on va avoir ses fiches salariés. Si en manque un, ben, on va le créer. S'il y en a qui ont été importés, mais l'info n'est pas bonne, on va les corriger. Mais OK. après, on ne peut pas faire de reset. C'est possible de le faire, mais il faut supprimer le salarié 2 fois. Je vous montrerai après. Mais c'est long. Il n'y a pas une touche magique qui efface tout. C'est possible de tout effacer, mais il faut aller sur chaque fiche et la supprimer à 2 endroits différents. C'est OK. possible de le faire, mais du coup, c'est long. Si vous avez 20 salariés, bon, c'est jouable. Vous effacez 20 fois, vous faites 20 clics, et après, on fait 20 clics dans un autre endroit que je vous montrerai, et c'est jouable. S'il y en a beaucoup, une soixantaine, bon, juste pour rajouter un salarié, ça ne sert à rien. Donc, Alors, du coup, il faut est-ce qu'on peut dire, évaluer.
Est-ce qu'on peut dire avec, on va dire, l'expérience et le recul que tu as sur les outils, bon, la plupart qui sont utilisés pour faire la paye dans les OGEC, bon, en général, est-ce qu'il y a souvent de la casse ou lors de cet import ou en général, ça se passe Non, assez ça bien? se passe super bien, ouais. C'est rare que j'ai le cas. Je dois avoir un établissement par an, voire deux, qui font une mauvaise manip et du coup, on est obligé de faire ce petit truc-là. Mais c'est très Ok, rare. ok, Donc, en général, ça se passe très bien et en fait, on complète à la main ce qui n'a pas été bien dans l'import, quoi. Donc, la deuxième possibilité, du coup, c'est le fichier DSN. Puisqu'en fait, on s'est aperçu que quand je suis arrivée à la FNOGEC, je me suis dit, tiens, comme on ne peut pas correspondre à tous les logiciels, parce qu'il y en a qui sont réseau, je dirais Agathe et puis Charlemagne, ceux qui font appel à des cabinets, etc., qui ont des payes qui sont un peu hors convention collective, qui ne sont pas trop réseau enseignement catho, ciel, etc., des payes un peu comme ça. Bah, du coup, nous, on ne peut pas se conformer à tous les logiciels qui existent. C'est trop compliqué d'avoir des accords avec eux, etc. Donc, je me suis dit, comme de toute façon, tout logiciel de paye doit transmettre chaque mois son fichier DSN aux instances, pourquoi pas le rendre compatible à Isidore, ce format. Comme ça permettra de générer tous les salariés, etc. et d'avoir déjà une petite base. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc tous ceux qui externalisent leur paye et qui ont des logiciels hors réseau, je dirais, bah, il faut demander au cabinet le fichier DSN et on importe le fichier DSN. Le petit bémol par rapport à ça, qui est quand même assez conséquent, c'est que le fichier DSN ne contient pas les classifications. Donc tout le volet classification, il faudra le faire à la main. Donc ça veut dire qu'il va falloir repasser sur toutes les fiches pour remplir la classification de tout le monde, ce qui peut être un peu laborieux. Donc, si on est à Charlemagne, il ne faut surtout pas faire ça. Vous allez perdre un temps fou. Autant passer par la première option et on remplit, voilà, ça va se faire tout seul. Or là, bon, c'est toujours du temps de gagner par rapport à avant où il n'y avait aucune reprise et il fallait tout faire à la main. Là, déjà, il récupère pas mal d'infos et il faut juste, il a les infos contrats, etc. Il faut juste remplir la fiche de classification. Donc voilà, si on a une vingtaine de salariés, c'est très rapide. Ça prend un peu plus de temps quand on en a plus, mais voilà. Troisième possibilité que je déconseille, c'est fichier Excel. Donc, fichier Excel, c'est quelque chose qui existait avant quand on n'avait pas la possibilité de faire du DSN. DSN, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on l'a. Et donc, quand ça, c'était pas possible, on faisait un fichier Excel. Donc, en fait, on prend un fichier Excel, on remplit tout dans Excel, les salaires, les machins, nanana, on remplit tout à la main et hop, on l'importe. Donc, c'est très laborieux, c'est vraiment ce qui est déconseillé. On l'utilise une fois par an pour des cas très précis, des cas où le fichier DSN ne marche pas, ou voilà, c'est vraiment des cas. Si vous passez par là, contactez-moi parce que j'ai peut-être la possibilité de vous faciliter la chose. C'est des cas très particuliers. Donc voilà. Donc vous, ça a vraiment joué entre les deux, quoi. Voilà, sachant que 80% est plutôt sur la première option. Donc si je reprends ma petite diapo, voilà, donc vous avez le premier choix importé depuis le logiciel de paye. Et donc là, du coup, vous avez la ressource documentaire. Euh, il faut que je le mette en... Hop, voilà. Oui. Et donc là, du coup, en fonction de votre logiciel, vous allez retrouver en fait, voilà, si par exemple vous utilisez Charlemagne, vous cliquez sur le texte à chaque fois hein, et vous allez retrouver la doc dans Charlemagne, paye, où est-ce qu'il faut cliquer, etc. Pour générer le fichier. Donc c'est vraiment un pas à pas et puis voilà, vous avez toutes les étapes. Hop.
Je ne sais plus où il était. Bon, je l'ai perdu. Mais voilà, vous avez la petite ressource. Et donc, le deuxième choix, voilà, c'était importer son fichier DSM. Donc, je rappelle, hein, attention, vérifiez bien votre fichier avant import. Normalement, si vous l'avez bien paramétré dans votre logiciel de paie, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que j'ai très peu d'assistance là-dessus. Mais du coup, si jamais il y a une erreur et qu'on a besoin de faire un RAZ, c'est assez laborieux parce qu'en fait, il faut aller dans la liste des salariés pour les supprimer de la liste des salariés. Mais comme on les supprime de la liste des salariés, ils vont se retrouver dans les anciens salariés. Et donc, il va aussi falloir les supprimer là, parce qu'ils ne sont pas anciens salariés. C'est une erreur. Donc, dans EasyRH, tout salarié qui est en vigueur, il se trouve dans la liste des salariés. Il peut être aussi en projet. Tout ce qu'il y a en ce moment, voilà. Un salarié qui va plus être là depuis 2 ans, on va le supprimer, il va se retrouver dans les anciens salariés et pas supprimer totalement. On la retrouve dans les anciens salariés. Si jamais il revient, et ben hop, on peut du coup aller le chercher, lui refaire un contrat et il revient dans la liste des salariés. C'est pour ça, en fait, du coup, il y a 2 endroits à supprimer. Alors, c'est des clics, hein, mais si vous avez 20 salariés, ça représente une quarantaine de clics. Vous le multipliez par le nombre de salariés. Hein. C'est à peu près 2 clics par salarié. Voilà. Mais c'est possible, du coup, de faire ce fameux RAZ. C'est juste que c'est pas un bouton magique où on supprime tout d'un coup. Parce que nous, en fait, on est une espèce d'archive avec les anciens salariés, donc ça complexifie la chose. Ça va pour ça? Oui, ça va. Alors, et évidemment, une fois que vous avez tout supprimé, si vous le faites, on refait l'import. Donc, une fois qu'on a nos petits salariés, ils vont se retrouver dans la liste des salariés. Donc, la liste des salariés, je vous la montre dans Isidore. Vous avez vu qu'on peut la trouver à différents endroits, hein, dans la base, ici. Et sinon, le menu, c'est Administration du personnel, liste des salariés. Donc là, on est dans un collège fictif, hein, le collège Sainte-Laura à Tourcoing qui n'existe pas, avec des gens qui n'existent pas. Voilà. Enfin, si vous avez reconnu Antoine Dupont, mais il s'appelle Antoine Partiel CDD RPTT. Je vois que Ça tu me as du permet. beau monde hein, dans tes salariés. Voilà, c'est ça. T'es Donc VIP. voilà, c'est ça. Mon président d'OGEC, c'est Jacques Chirac. Bon, ils mettent pas trop, mais voilà. C'est bien. Voilà. Donc dans cette liste des salariés, on va avoir un distinguo de statut. On a une colonne qui s'appelle État. Et dans cet État, on va avoir des salariés en vigueur et parfois des salariés en projet. Donc en projet, c'est-à-dire que je travaille dessus. Je regarde, là, je crois que normalement j'en avais un. Ah, je l'ai dû le passer en vigueur. Donc un salarié en projet, c'est un salarié, je vais en créer de toute façon là pendant la démonstration. C'est un salarié, je travaille dessus, je ne sais pas encore comment il s'appelle, mais c'est une future embauche qu'on va créer et qu'on va faire vivre un petit peu en fonction des CA, des échanges qu'on peut avoir, des négociations qui peuvent se faire, des idées, des constructions, voilà. Toute la réflexion qu'on peut avoir sur un salarié, ben, du coup, on va le créer en projet et puis du coup, on va le faire vivre un petit peu. On va dire, tiens, si je le classe là, qu'est-ce que ça me fait comme salaire? Si je lui mets tel degré, est-ce qu'on arrive à ça? Voilà, des choses comme ça. On peut aussi prendre un salarié en vigueur et lui faire une simulation et le créer en projet, c'est-à-dire on le duplique. Mon petit Antoine, il est en CDD. Je peux dire, tiens, pendant son entretien pro, il m'a dit qu'il aimerait passer en CDI, etc. Moi, c'est vrai que j'ai un besoin puisque voilà, on a un peu plus d'élèves, il y a une réorganisation. J'aimerais bien avoir mon cadre de vie scolaire qui passe en CDI puisqu'il va rester. Du coup, je peux aller créer un projet et du coup, j'aurai 2 Antoine, un en vigueur et un en projet.
Si le projet tombe à l'eau, ben, je supprime le projet et puis lui, il reste en vigueur. On n'a pas touché à son dossier. Donc, on va pouvoir en fait s'amuser à faire des simulations. Ce qui est intéressant dans EasyRH, c'est qu'on peut, entre guillemets, s'amuser, simuler, faire des projets, etc., sans toucher au logiciel de paye. Donc ça, c'est quand même vachement sympa, parce qu'en paye, c'est très compliqué. En plus, on a la menace DSN qui est présente, et on sait toujours, oh, j'ose pas toucher, sinon ça va foirer ma DSN. Et puis, c'est compliqué pour le chef d'établissement, pour voilà, de dire, bah, donne-moi un accès à la paye pour que je fasse des simulations. On n'a surtout pas envie de faire ça. Donc, parce que c'est sûr qu'il va faire des bêtises. Donc, on peut facilement le laisser manipuler, faire des choses dans EasyRH quand il est bien formé et qu'il sait bien s'en servir pour faire des projets, etc. Et sans déranger en fait la paye. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage aussi, c'est que la paye, c'est tellement rigoureux et très sensible que du coup, là, c'est comme on a moins peur. Si on fait une bêtise dans les IRH, c'est pas très grave. Ça va pas mettre en péril la paye, quoi. Donc, vous avez déjà ce petit soulagement à utiliser les IRH. Alors, je vais continuer ma petite diapo. On va regarder tout ce qu'on peut faire dans une fiche salariée. Donc, consulter et générer un document. On a modifié le dossier salarié. On a créé une nouvelle situation et on a faire une simulation. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les quatre. Parce que du coup, c'est là où en assistance, il peut y avoir des couacs sur les fiches. Donc, consulter et générer, en fait, c'est une question de droit. Si je n'ai EasyRH en accès en consultation, je vais voir que ce menu-là. Celui d'à côté, je ne le verrai pas, puisque je n'ai pas accès à la modification. Quelqu'un qui est administrateur sur EasyRH, il a accès aux deux. Donc la différence, elle est très simple. Donc c'est pour ça qu'on a fait deux menus différents. Soit on consulte parce qu'on n'a pas les droits, soit on modifie parce on a les droits administrateurs, ou après tout simplement on peut être administrateur EasyRH mais on n'a pas envie de toucher, on a peur de faire des bêtises, on va donc consulter. Et en fait, vous allez voir, la différence, elle est... Donc on clique sur le nom du salarié hein, et on arrive ici. Donc si je fais consulter, ça me sécurise parce qu'en fait, je peux toucher à rien du tout. Tout est grisé, je ne peux pas faire de modification. Je peux juste consulter ça, mais si je veux cliquer, etc., ça ne marche pas. Je ne peux pas changer. Je peux pas changer ma fiche en fait. Je peux cliquer partout, mais tous les champs grisés, je ne peux pas les modifier. La fiche là, c'est grisé, je ne peux pas changer. Voilà. C'est vraiment, tout est verrouillé en fait. Donc, vous voyez, je reviens sur ma fiche. Donc, vous avez aussi le fil d'Ariane hein, pour revenir au menu. Ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez utiliser. Pareil, si vous êtes perdu dans les clics, dites, mais Laura, elle est où là? Elle a été trop vite. Regardez le fil d'Ariane, il y a les menus à chaque fois. Liste des salariés, je clique sur ma fiche et je suis dans la fiche du salarié. Là, je vais faire modifier le dossier. Et là, du coup, bah, c'est la même chose, mais vous avez compris, c'est pas verrouillé. Donc là, je peux vraiment changer des choses. Je vais pas le faire parce que sinon ça va. Mais vous voyez la différence, elle est assez flagrante. Là, du coup, je peux manipuler et modifier des choses. Donc, il n'y a que celui-là qui se modifie pas parce que c'est un calcul automatique en fonction de ce qu'on renseigne ici. Mais voilà, j'ai la main pour changer son adresse, sa date de naissance. Je peux ajouter pas mal de choses. Laura, il y a une question d'Elisabeth qui demande est-ce que pour la partie modification du dossier, c'est une prérogative uniquement de l'administrateur ou on peut déléguer quelqu'un d'autre
par Ah, exemple, on peut déléguer, bien sûr, dans EasyRH. donner le droit à quelqu'un Voilà. de le Si faire on en a, voilà, si on a besoin de dire, voilà, telle autre personne que moi doit modifier, dans ce cas-là, l'autre personne, faudra la mettre administrateur sur EasyRH dans les droits d'accès. Donc ça c'est possible. Ça, c'est vous ouvrez les tuiles en fait en fonction du besoin. Donc, je précise quand même que modifier le dossier salarié, on ne va pas s'amuser tous les jours à modifier le dossier salarié. Moi, je le fais parce que c'est un faux dossier, c'est un faux salarié. Je fais des démonstrations, donc moi, je bidouille dedans tout le temps. Je fais des tests. Quand on me dit en assistance, j'ai tel salarié, ça fait un bug, ben, du coup, je vais aller sur mon petit Antoine, je vais faire pareil, je vais essayer de reproduire. Donc, du coup, moi, j'ai le droit de modifier parce que il n'existe pas. Antoine Dupont, il est au 15 de France, hein, vous avez bien compris, il ne travaille pas au collège Saint-Laurent. Donc, du coup, c'est pas gênant. Par contre, vous êtes dans la réalité. Vous êtes sur des vrais dossiers avec des vrais gens, avec des vrais établissements. Donc, on va modifier le dossier qu'une seule fois. Une fois qu'on a importé la fiche, on va aller modifier pour voir si la classification est juste, pour voir si le temps de travail est bien enseigné. Si c'est pas bon, on va corriger. Voilà. Mais sinon, après, on ne modifie plus. C'est scellé. On ne s'amuse pas à changer les contrats de travail comme ça sur la fiche. Vous allez comprendre pourquoi après. Quand on modifie le dossier, à la rigueur, vous pouvez changer si c'est marié, elle a changé de nom, elle a déménagé, elle change d'adresse, elle change de numéro de téléphone. Voilà. Les coordonnées, ça, on peut modifier au fur et à mesure de la vie du salarié. On passe par ici, il n'y a pas de souci. Par contre, tout ce qui est contrat de travail, fiche de classif, etc., on ne change pas. Si mon petit Antoine, il est en CDD, il passe en CDI, je vais lui créer une nouvelle situation. Du coup, je lui crée une nouvelle situation. Ça va archiver l'ancienne, la situation CDD, et ça va du coup avoir la nouvelle situation en CDI qui sera en vigueur. C'est pour ça qu'en fait, dans la fiche, la liste des salariés, j'ai quelqu'un qui est rentré, ouais, c'est bon. Dans la liste des salariés, vous avez la possibilité avec la petite flèche ici de regarder les situations. Alors, vous allez voir, je m'amuse beaucoup avec... je fais le ménage, là, quand même. Parce que parfois, il y a beaucoup de situations. Donc, d'ailleurs, j'ai fait l'inverse avec Antoine. Il était en CDI et je l'ai passé en CDD. C'est pas dans ce sens-là que ça se fait normalement. Ah non, j'avais déjà fait, oui, c'est ça. Il est en vigueur... Et il était en CDI jusqu'en 24. Je lui ai refait un CDD qui s'arrête au 31 décembre. Bon, je fais pas toujours des choses cohérentes quand je fais des tests. Mais vous voyez qu'en fait, il a une situation ici qui est archivée et qu'on crée une nouvelle situation où on va le mettre en vigueur. Donc, en fait, quand je vais créer une nouvelle situation, c'est comme si je créais sa fiche, en fait. Je vais cliquer dessus. Et en fait, voilà, là, ici, je vais lui mettre sa nouvelle situation. À partir du moment où je lui mets sa nouvelle situation, donc par exemple, je le passe en CDI, je vais lui mettre à partir du premier. Alors, donc forcément, il nous reprend par défaut ce qui était écrit avant, puisqu'en fait, il fait un doublon de la fiche et puis là, on vient modifier ce qui est nouveau. Donc, Isidore ne sait pas d'avance ce qu'on va changer ou pas sur la fiche. Si ça se trouve, c'est pas CDI, CDD, c'est pas ses dates de contrat, on va peut-être juste lui changer sa fiche de classification. Là, moi, je touche pas à la fiche de classification, je lui dis qu'il passe en CDI à partir du 1er février, admettons. Donc, Laura, Voilà. tu confirmes bien, comme le savoir Elisabeth, qu'un salarié en simulation, il ne rentre pas dans les effectifs. Tant C'est ça. qu'il passe pas en vigueur, il Voilà. n'apparaît pas dans les effectifs. On va le voir après, mais la simulation, c'est encore autre chose.
Là, du coup, on est sur créer une nouvelle situation. Donc, c'est vraiment, il a signé, c'est fait, ou il est à quelques jours de signer. On est sûr, la décision a été prise. Antoine passe en CDI. Donc, il n'y a plus de remplacement de salarié, du coup. Et du coup, je vais enregistrer mon changement. Donc, en fait, c'est juste ça. Il passe en CDI, classification, temps de travail, on touche à rien. C'est juste que, voilà, il reste en CDI. Il n'y a pas de motif puisque c'est pas un CDD. Et je vais enregistrer. Voilà. Et donc, du coup, là, du coup, il me propose la nouvelle fiche d'Antoine en CDI. D'ailleurs, il me dit, tu pourrais mettre une photo. Parce que du coup, le CDI, il n'est pas encore parti, là. Donc, la photo, elle est archivée sur son dossier d'avant. C'est pour ça que la photo est partie et j'ai un petit extraterrestre. Parce que c'est ma nouvelle situation. Donc, à cette nouvelle situation, on a cette petite photo qui saute. Mais ça permet en fait de différencier l'ancienne et la nouvelle. Donc là, il passe en vigueur en CDI à partir du 1er février. Donc là, il est toujours en CDD, en vigueur, puisque on n'est pas encore le 1er février. Si je retourne sur la liste des salariés, en vigueur, il sera toujours en CDD. Mais du coup, je vais avoir, voilà, ici, j'ai mon CDI qui va commencer ici. Voilà. Et donc ça a été archivé. C'était sa situation d'avant, son CDD. Et ça, c'est passé en vigueur. Après, on n'est pas encore le 1er février, donc c'est un faux en vigueur. À partir du moment où on enregistre, j'aurais dû le faire le 1er février pour le mieux. Mais à partir du moment où on enregistre la nouvelle situation, elle est en vigueur. Donc là, du coup, notre Antoine est en CDI. Ça marche? Et donc, du coup, je vais retrouver toutes mes situations. Donc ça, c'est vraiment la différence entre pourquoi je ne modifie pas dans la fiche salarié, parce que c'est mieux d'avoir un historique et ça permet de dire, ah bah tiens, il était à temps partiel, il est passé à temps plein, il était en CDD, il est passé en CDI. Ça permet d'avoir un petit historique. Et s'il y a des évolutions de classification, c'est pareil. Ça vous permet de mettre de l'ordre. Si vous allez directement modifier sur la fiche du salarié, bah, du coup, vous n'avez pas tout ça. Vous n'avez pas d'historique. Vous faites un écrasé-remplacé et c'est toujours la même fiche qui reste. Et donc, du coup, ça peut être un peu litigieux si vous ne savez plus ce que vous aviez mis avant, puisqu'il n'y a aucune archive. Donc, c'est pour ça que la touche modifier, ici, on ne l'utilise pas dès que ça touche la classification, le type de contrat, le temps de travail, etc. On l'utilise que quand c'est coordonnées, adresse, numéro de téléphone, état civil, voilà. Et donc, dès que c'est un peu comme la paye, hein. La paye a le même principe. Pour ceux qui font des payes, c'est le même principe. On va avoir un nouveau contrat, une nouvelle situation, un avenant. Voilà, on va faire ça. Ensuite, on a une autre possibilité, c'est faire la simulation. Il y avait une question tout à l'heure à ce sujet. Donc, faire une simulation, c'est pas pareil. Ça veut dire que on est dans l'anticipation. L'avenant n'est pas encore rédigé, on n'a pas encore fait signer, on est en train de réfléchir. Donc là, on est au mois de janvier, on se dit, tiens, à la rentrée de septembre, est-ce qu'on n'augmenterait pas son temps de travail? On fait une simulation du coup, pour voir combien ça nous coûterait. On va le proposer en CA, en fonction des postes. Voilà, est-ce que c'est OK, pas OK? Voilà. Donc là, on va travailler sur une simulation. Donc si je fais faire une simulation, visuellement, tout de suite, il y a quelque chose qui va vous marquer, c'est qu'on est sur du jaune en haut. Ça veut dire que le salarié, il n'est pas là. Techniquement, c'est un projet. Il n'est pas dans la masse salariale. Si on prendrait le registre du personnel, on note pas. Si on prend des données de BDES, c'est pas pris en compte. C'est pas remonté dans les données sociales. Voilà, il n'y a pas de... Là, c'est entre guillemets, on s'amuse, c'est du faux. Donc,
on a cette possibilité-là. Tant qu'on n'a pas finalisé le projet, ce que la personne avait dit, ça reste un projet. Alors évidemment, on va modifier les choses. Il ne faudra pas oublier d'enregistrer ici. Ça, on avait tendance à les confondre parce qu'on a mis un petit drapeau en damier pour finaliser. Et la disquette, c'est on enregistre les modifications. Voilà, donc un projet, ce qui fait que dans ma fiche, dans ma liste des salariés, je reprends mon fil d'Ariane, je vais donc avoir 2 Antoine. Alors, ils ne sont pas jumeaux. Antoine Dupont n'a pas de frères jumeaux. Mais en fait, on en a un en projet sur lequel on va travailler, on va simuler des choses. Et on a celui qui est en vigueur, là, qui travaille en ce moment, et le vrai Antoine qui travaille à la cantine, qu'on voit à la cantine, etc. Et ça, c'est son projet pour au mois de septembre. Peut-être qu'on va peut-être revoir sa classification, on va peut-être revoir son temps de travail, etc. Parce que là, il est en temps partiel, donc on pourrait dire, tiens, on va le passer à temps plein, voilà. Ça marche. Donc ça, même principe, hein, je ne vais pas remplir parce que sinon ça prendrait trop de temps. Mais même principe, vous êtes sur la fiche, donc c'est du jaune, hein. Et du coup, vous allez pouvoir modifier cette fois-ci. Vous pouvez rentrer et faire modifier. Et là, vous amuser et modifier autant de fois que vous voulez. Vous avez la possibilité de faire plusieurs projets, évidemment. Puisqu'en étant sur le projet, ça reste une fiche salariée. Vous pouvez faire la simulation d'un projet. Ça vous rajoute un projet. Et vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4 Antoine Dupont comme ça, si vous avez plusieurs possibilités. Pour pas les mélanger, soit moi je vous conseille, c'est de changer les noms de famille. Tant que c'est pas encore signé, que c'est pas en vigueur, vous pouvez changer le nom de famille. Vous l'appelez projet 1 Antoine, projet 2 Antoine, ou projet CDI, projet augmentation du temps de travail, projet augmentation de la fiche de classif, voilà. Vous changez le nom de famille. Une fois qu'il est passé en vigueur, vous retournez sur modifier le dossier et vous le renommez Antoine Dupont. Voilà. Ça, ça vous permet de ne pas les mélanger. Parce que quand vous allez retrouver 4 noms pareils, vous allez plus savoir lequel est lequel. Donc, n'hésitez pas, c'est de la simulation, c'est du projet. Donc, quand vous êtes dedans, là, c'est pas grave, hein. Si quand bien même vous vous trompez, vous l'avez supprimé, vous reprenez celui en vigueur, vous refaites un projet et vous retravaillez votre projet. Ça, vous êtes vraiment libre. Par contre, un projet supprimé, vous n'allez pas pouvoir le récupérer dans les anciens salariés puisqu'il n'était pas en vigueur. À vérifier quand même, parce que je crois que maintenant on peut le faire. Mais voilà, si vous ne le retrouvez pas, c'est qu'il n'est pas sauvegardé. Donc, quand j'ai les anciens salariés, c'est ce bouton qui est ici. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais je ne suis pas sûre qu'il se retrouve là-bas. Je vais faire le test tout de suite, comme ça on va savoir. Donc, je le supprime, puisqu'en fait, mon projet tombe à l'eau. Voilà. Je vais aller dans anciens salariés. Ah, si, il est là. Non, c'est Antoine. Non, non, il n'est pas récupéré. Donc, les projets, oui, c'est bien ce que je disais, ils ne sont pas récupérés. Parce qu'il ne s'appelle pas Antoine Dupont, hein, le mien, si vous vous souvenez, il s'appelle CDD-RPTT partiel. C'est parce que je fais des tests et du coup, ça me permet de repérer mes cas. Si par exemple, il y a un bug sur un CDD RPTT temps plein, ben, je prends Adèle. Si c'est un temps partiel, je prends Antoine. Ça me permet de gagner du temps quand il y a des problèmes d'assistance. Donc, je les ai renommés comme ça. Donc, du coup, non, ils ne se retrouvent pas. Donc, j'ai bien fait de faire le test. Donc, c'est bien ce que je disais. Si vous supprimez un projet, vous ne pouvez pas le récupérer. Donc, on retourne sur le projet, enfin le salarié en vigueur, et on recommence la simulation. Il n'est pas dramatique en soi, puisque de toute façon, si vous avez des changements à faire, de toute façon, vous aurez certainement effacé ce que vous auriez préparé. Donc, ce n'est pas une grosse perte de temps. Voilà.
C'est bon pour cette partie-là? Donc, dans la diapo, vous allez retrouver un petit résumé de tout ce que j'ai raconté. Voilà, en version texte, si vous êtes plutôt texte. Donc, consulter, j'accède à la fiche sans pouvoir la modifier. Modifier, bah là, c'est administrateurs EasyRH qui ont accès. On peut modifier les fiches. Créer une nouvelle situation, c'est quand il y a un changement avenant, voilà, changement sur le contrat. Et faire une simulation, c'est parce qu'on est en réflexion sur un projet qui concerne le salarié. Reclassification, augmentation du temps de travail, mais c'est pas tout de suite. Donc, et donc, quand on va valider ce projet, il va faire comme la nouvelle situation. Ça va faire pareil. On archive ce qui était en vigueur et le projet devient en vigueur. C'est exactement le même switch. L'ancienne situation va s'archiver. C'est clair pour vous? Oui, oui. Oui, pour le moment, ça va. Merci beaucoup, Madame Le. Ça va. Alors, j'avance. Donc, on va regarder générer un document. Donc, c'est ce qu'on peut faire aussi depuis la fiche salarié. Ou alors, on peut le faire aussi depuis l'accueil. Il y a aussi ce petit menu générer un document. Donc, on va voir les deux. Comme ça, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc, quand je me mets sur Antoine, j'ai un micro d'ouvert qui est un peu bruyant. Et donc, du coup, on va générer un document en étant sur la fiche d'Antoine. Ça va me proposer forcément, par défaut, le salarié, c'est Antoine. Dans l'autre menu, comme on n'est pas passé par la fiche salarié, il va falloir choisir sa fiche salarié. Mais sinon, c'est la même chose. De là, je peux faire plusieurs choses. Je peux imprimer sa fiche de classif. Je peux imprimer son contrat de travail. Je peux imprimer sa grille d'entretien, les engagements réciproques, etc., etc. Et en dessous, je vais pouvoir aussi paramétrer. Par exemple, si je prends la fiche de classification, je vais pouvoir paramétrer. Alors ça va changer. Ça va changer ce soir. Vous tombez au mauvais moment. Donc, je vous explique quand même pour comprendre ce qui va se passer. Actuellement, par défaut, la date de référence du document, c'est la date de début du contrat de travail. Actuellement, c'est comme ça. Donc, je vous dis aujourd'hui, le 12 janvier. Donc, si vous prenez la fiche de Martine qui est rentrée en 1996, ça va lui mettre sa fiche de classification en 1996, ce qui n'est pas pertinent du tout. Et donc, du coup, il faut bien aujourd'hui décocher pour avoir la date d'aujourd'hui. Donc, forcément, en assistance, tout le monde se plante. Alors, il y a eu un petit couac dans les développements. C'est une demande qui a été faite il y a longtemps. Ça a été mis en ligne un peu tardivement. Et en fait, maintenant, il n'y a plus lieu d'être. Donc, bref, du coup, on revient comme avant. À partir de lundi, la date par défaut, ce sera la date d'aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus simple. Il n'y aura pas cette histoire de coche à faire. Ce sera par défaut, on sort la fiche de classif à la date d'aujourd'hui. Si on veut une autre date, on personnalisera la date. Ce sera beaucoup plus simple. En fait, ça va être décoché par défaut. Voilà, ça va faire un peu ça, quoi. Voilà. Et là, en fait, il fallait à chaque fois décocher pour être sûr d'avoir la date d'aujourd'hui. Donc là, ça sera fait par défaut. Ensuite, vous avez la possibilité de paramétrer des critères. Si vous voulez les critères classants sur la fiche, oui, non. En général, on les met sur une fiche de classif. Et après, est-ce que vous voulez faire apparaître la rémunération? Donc, vous pouvez faire le choix de non s'il y a encore une discussion, si, voilà, dans certains cas, vous souhaitez ne pas faire apparaître la rémunération, vous avez le droit. Et après, si vous faites apparaître, là, il y a plusieurs choix. Soit vous faites la rémunération annuelle et mensuelle, comme ça, il sait ce qu'il gagne par an et par mois, soit une des deux. Voilà.
Et après, Laura, oui. dans la liste des documents proposés, est-ce que la fiche de poste aussi peut être Alors, la ajoutée? fiche de poste, elle n'est pas dans cet endroit-là. Pour l'instant, elle est dans le menu GPEC, en fait. Elle est gérée Ah, ailleurs. elle est On en, gérée. Ok. on en parlera, mais c'est géré ailleurs parce qu'en fait, c'est tout simplement parce que, pour faire simple, on a EasyRH, en fait, est développé en interne pour ce menu-là, celui-là. Le reste, c'est développé par des sous-traitants. Donc, on a un sous-traitant qui s'occupe du DUR et on a un sous-traitant qui s'appelle Rich ID qui s'occupe de ça, gestion des compétences, et du tableau de bord Diag-RH. Donc, en fait, c'est très cloisonné. Pour l'utilisateur, on s'en fiche, hein, ça n'a aucun intérêt d'avoir cette information. Mais ça vous permet de comprendre qu'en fait, comme la fiche de poste, c'est Rich ID qui l'a développée, du coup, elle se trouve ici et on l'affecte aux salariés, en fait. Et c'est quand on est sur la fiche salarié qu'on peut aller sortir sa fiche de poste. On a demandé un développement pour que ça apparaisse justement dans générer les documents, mais ce n'est pas encore fait. Et là, du coup, on peut l'avoir, cette fiche de poste. Mais pour l'instant, c'est encore cloisonné. On essaie d'être transversal, mais voilà. Je vais revenir sur... j'étais là, je crois. Hop. Générer un document. Et j'étais ici. Voilà. Donc, du coup, une fois que vous avez fait votre paramétrage, hop, vous téléchargez. Et ça vous fait la petite fiche de classif au format PDF que vous pouvez imprimer, etc. Voilà. Et donc, en fonction de la date que vous allez indiquer, si c'est la date d'aujourd'hui, par défaut, ça le sera lundi, ça sera la valeur du point à la date d'aujourd'hui. Si vous changez de date, donc vous regardez bien ici, hein, date de référence du document, c'est ça qui définit la valeur du point. Donc là, il m'a mis la valeur du point au 12 janvier 2024. Si vous dites, je suis au mois de juillet et je fais un contrat au mois de septembre, je veux sortir la fiche de classif, dans ce cas-là, n'oubliez pas, comme c'est une entrée au mois de septembre, de prendre la valeur du point au mois de septembre. Nous, évidemment, à la FNOJEC, on les connaît avant. En général, avant de partir en vacances, s'il y a un changement de point, on le rentre dans la machine dès qu'on le sait. Donc, on a l'info avant. Bon, si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas, hein. Vous imprimerez la fiche de classif quand vous serez au mois de septembre et vous aurez la valeur du point du mois de septembre. Mais si vous voulez anticiper, c'est possible. Il suffit de dire, bah voilà, je ne veux pas la date d'aujourd'hui, je veux la date du 1er septembre. Et si on a déjà rentré la valeur, vous aurez la valeur au 1er septembre. Si elle est déjà connue et communiquée, c'est que nous, on l'a déjà mis dans Isidore. Ça permet du coup aux salariés de le mettre, qu'il sache un petit peu avant, plutôt que lui donner une valeur de points qu'il n'aura pas, puisque lui, il rentre qu'en septembre. Ça marche? Et puis, si vous voulez vous amuser à revenir sur des vieilles dates, on a rentré aussi les 15 dernières années de valeur de points. Donc, si vous voulez vous dire, tiens, combien je gagnais il y a 10 ans, sans remonter vos fiches de paye, vous pouvez regarder. C'était d'ailleurs très intéressant à faire comme travail, puisqu'on a vu l'évolution, du coup, qui était assez significative quand même du SMIC, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quand je suis sur la fiche salariée, donc il me met Antoine par défaut. Si je reviens à l'accueil, la petite maison, j'ai généré un document. Mais là, du coup, alors comme j'ai travaillé sur Antoine, il me met Antoine par défaut. Il met toujours le dernier salarié ouvert. Mais normalement, si je n'en ai pas ouvert du tout, en fait, je vais pouvoir choisir sur quel salarié j'ai envie de sortir un document. Vous pouvez aussi travailler par service. Voilà. Prochainement, on va essayer de rajouter une coche pour tous les salariés.
Si vous préparez les entretiens pro et vous voulez sortir les fiches de classif de tout le monde en même temps, ce sera plus facile. Pour l'instant, on ne l'a pas, on n'a que service. Donc, moi, je conseille souvent, quand vous voulez bénéficier de tous les salariés, de créer un service, admettons collège, et vous mettez tous les salariés dedans. Vous prenez le service collège, et comme ça, vous avez tous les salariés. Si vous n'avez qu'un collège, hein, je reprends l'exemple du collège Sainte-Laura. Ça marche? Alors, du coup, je reprends ma petite diapo. Donc, ça reprend ce que je viens de répéter, hein, ce que je fais des captures écran, voilà. Donc ça va changer. Du coup, on va revenir à ça, en fait. Date de référence du document. Ça, c'est la nouvelle version qui va arriver lundi. La date de référence du document, ça sera la date d'aujourd'hui par défaut. Et ensuite, on aura ces petites coches. On a la possibilité aussi d'accéder au coffre-fort. Donc, le coffre-fort, il va se trouver dans EasyRH, ici, c'est le petit dossier là. Donc, vous avez un coffre-fort où vous pouvez aller par salarié, ou alors vous êtes sur le salarié, vous cliquez sur coffre-fort et vous êtes directement dans le coffre-fort d'Antoine, qui est ici. Voilà. Et donc, dans le coffre-fort d'Antoine, vous allez pouvoir y stocker son contrat, son embauche, ses entretiens, ses fiches de classif qu'il a signées, sa fiche de poste, voilà. En fait, vous allez pouvoir numériser et stocker ce que vous avez dans votre fameux dossier, dans votre armoire, dans les petites chemises. Vous allez pouvoir aussi les scanner, les dématérialiser ici, au cas où. Ça, si je ne vous le souhaite pas, mais si jamais il y a catastrophe naturelle ou je ne sais quoi qui fait que vous n'avez plus le papier, il vous restera toujours le numérique. Ça marche? Donc, pour fonctionner, c'est très simple. Vous êtes libre en plus, hein. Nous, on vous fait des arborescences par défaut. On vous a créé contrat et avenant, embauche, entretien. Moi, en tant qu'attaché de gestion, c'est à peu près ce que j'avais dans mes petites chemises. Si après, vous avez des petites chemises que vous ne retrouvez pas là, vous pouvez créer des dossiers. Donc ça, il y a possibilité de le faire. Vous créez un petit dossier divers, voilà. Et puis du coup, vous allez pouvoir vous créer votre petit dossier. Ça, vous êtes libre de votre arborescence. Si vous dites, ben non, en fait, ce dossier-là, moi, j'en ai pas besoin, vous pouvez aussi le supprimer. Voilà. Vous pouvez faire votre rangement comme vous voulez. Il y a une Ne question Oui. d'Elisabeth qui demande si on peut mettre en ligne les fiches de paye des salariés. Alors, Est-ce que dans le coffre-fort, on peut faire ça? vous pouvez stocker les fiches de paye des salariés, c'est recommandé. Après, est-ce que les salariés auront accès? Non. Pour l'instant, on n'a pas encore cette possibilité. Il n'y a pas encore. Là, c'est EasyRH, c'est l'application destinée à des attachés de gestion pour travailler. On n'a pas encore la possibilité qu'un salarié rentre dans l'application de l'attaché de gestion pour y retirer sa fiche de paye. Ça, c'est pas encore possible. Alors, pour info, Laura, enfin, ça peut se faire via une filiale de la Poste qui s'appelle DigiPost. Oui. Là, à ce Oui, moment-là, oui. le coffre appartient au salarié et il peut recevoir via un lien ses fiches de paye dans ce coffre-là. Et comme le coffre, en fait, c'est une filiale numérique de la Poste, hein, et Oui. c'est gratuit en plus. Et donc, le salarié qui veut recevoir maintenant ses fiches de paye par digitalisé, quoi, on peut lui mettre ça. Mais il faut un. Je ne sais pas si vous avez des objets qui fonctionnent déjà avec Digipost, mais ça. Pour l'instant, les solutions qui existent, il y a Digipost, il y a Cofreo, c'est la solution qui a été choisie par Charlemagne, donc il propose un service, mais du coup, voilà, ça va être payant là-dessus. Nous, on avait en magasin, là, ce qu'on a, ça s'appelle Mon Isidore, c'est un accès pour les salariés, c'est une application
où justement il est prévu qu'ils le reçoivent, mais c'est pas encore lancé, c'est pas encore C'est mis. pas encore lancé. Ok. Voilà, parce qu'en fait, c'est financé par les organismes paritaires, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur tout. Donc, de temps en temps, ouais, ça freine un petit peu, mais ça sortira un jour et on aura la possibilité de faire ça. En attendant, ce qui peut être fait, c'est qu'en fait, vous pouvez partager. Alors, du coup, ça voudrait dire, c'est un contournement, hein. C'est pas, l'application n'a pas été prévue pour ça, mais moi, comme je connais bien le logiciel, je me dis on peut contourner et éventuellement trouver une solution. C'est-à-dire que vous donnez un accès à tous vos salariés à EasyRH en consultation, mais vous leur partagez en fait le coffre-fort. Ah non, même pas en fait, non. Je dis n'importe quoi. En fait, c'est parce que je Juste voyais un parce répertoire que du si, coffre-fort. ouais. En fait, je pense qu'il y a la possibilité, sans donner accès. Ouais, non, parce que nous, on peut pas donner accès à un répertoire sans donner accès à l'appli. La Parce que s'ils ont totalité accès du à... répertoire. Ouais, parce que s'ils ont accès à EasyRH en consultation, c'est n'importe quoi ce que j'ai dit, puisqu'en fait, ils vont avoir l'accès à toutes les fiches en consultation, comme on l'a vu tout à l'heure. Ce On qui peut pas est mettre juste sur totalement un aberrant. répertoire. Voilà. On peut pas encore... En fait, le coffre-fort, aujourd'hui, il faudrait qu'on change juste ça, en fait, pour faire le contournement que je pense. Le coffre-fort, il est lié à l'application. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le coffre-fort si on n'a pas accès à l'appli. Si on n'a pas accès à l'appli, on n'a pas accès au coffre-fort. Il faudrait les détacher et dire qu'en fait, moi, je ne veux pas avoir accès à EasyRH, mais en tant que salarié, en tant qu'Antoine, je veux juste accéder à mon coffre-fort. Ça pourrait, ça serait, je ne sais pas si on a la possibilité technique, là je ne suis pas développeur, mais je pense qu'on y a déjà pensé, mais pour l'instant on n'a pas encore eu le moyen de le faire. Mais voilà, si mon Isidore tarde à sortir, on pourrait contourner par là. Voilà, donc ça c'est des évolutions qui peuvent arriver, hein. En plus, nous, on a un rythme de développement qui est assez soutenu, puisqu'il y a des mises à jour tous les 2 mois. Donc, à suivre, mais pourquoi pas. Peut-être que ce que je suis en train de dire là, ça va peut-être sortir au mois de septembre. Je ne sais pas, mais voilà. Après, ça dépend des moyens, de la technique en fait qu'on peut mettre en place. Donc voilà. Mais voilà, on sait qu'il y a cette volonté en tout cas pour le salarié, d'aller chercher sa fiche de paye. Et si on fait le boulot dans EasyRH, on n'a pas envie de le faire encore dans une autre appli, qui en plus est peut-être une application payante. Je comprends que ça peut vous intéresser du coup d'avoir cette fonctionnalité. Voilà pour ça. Alors, ne confondez pas télécharger ici et télécharger ici en bas. C'est pas la même chose. Quand on a téléchargé ici en bas, c'est qu'en fait, on va aller mettre un document. C'est-à-dire qu'en fait, on va rentrer dans son dossier, on va faire parcourir. Je vais reprendre mon petit dossier, là, sa petite fiche de classif. Ouvrir, voilà. Et je vais la télécharger. Du coup, elle se met dedans. Et si je veux la consulter à partir de là, je vais cliquer ici et du coup, ça ressort dans l'autre sens. Hop, et je vais pouvoir la retrouver. Bon, ce qui est nul puisque je l'avais dans les téléchargements, mais voilà. C'était pour vous montrer l'autre sens. Et là, du coup, je la retélécharge. Il aurait peut-être fallu mettre importer. Ici, oui. Importer, c'était mieux que Ouais. télécharger. Oui. Là, J'avoue. c'est un import en fait. Voilà, Et c'est ça. tu récupères un document à partir de ton C'est PC ça. et Là, en fait, donc, c'est vraiment un ouais, dépôt en bas à déposer le droite. fichier. Ouais. Voilà. Donc, c'est Et un là, en import. fait, en haut, c'est pour aller la récupérer, en fait. C'est ça. Vous avez la possibilité aussi de télécharger, en fait, des zips si vous avez besoin euh, de récupérer tout un répertoire, par exemple celui d'Antoine. Vous allez pouvoir télécharger en tant que zip. Et en fait, ça va vous prendre tous les sous-répertoires. Tout ce qu'il y a dedans. Voilà.
Donc, je vais faire télécharger en zip. Et du coup, ça me fait un petit document en zip. Ah, il est ouvert ailleurs. Alors après, j'ai pas de dossier dans Antoine. Alors du coup, il m'a mis que le document est vide parce que j'ai rien dedans en fait. À part ma petite fiche de classif qui traîne quelque part toute seule. Mais il faut avoir du contenu dans les dossiers pour pouvoir faire ça. Moi, mes dossiers, ils sont vides. Alors du coup, il m'a rien téléchargé puisque j'ai rien dans rien en fait. Donc, il faut bien avoir un répertoire alimenté. Sinon, ça fait un dossier zip qui est vide. Donc, il faut bien remplir tous ces répertoires. Ça marche? Donc, voilà. Après, il y a toute une aide hein, pour en savoir plus sur la gestion du coffre-fort. Vous avez une aide qui est ici, qui vous explique vraiment toutes les manipulations à faire. Voilà. Donc, toutes les possibilités et comment l'utiliser. Il y a un petit tuto. Voilà. Si jamais ça vous échappe, c'est dans le support. Hop. Ouais. Donc, ensuite, on va redécliner ces volets. On va les reparcourir ensemble. Donc là, j'ai vu principalement les fonctionnalités d'une fiche salariée. J'ai été sur Antoine et j'ai regardé un petit peu ses principaux menus. Le temps de travail, je vais le garder pour la prochaine session. Donc si on ne le voit pas, c'est normal, ce sera pour la semaine prochaine. On va regarder du coup un volet salarié, comment ça s'articule. Ici, c'est là où est générée la plupart de ce que vous appelez des bugs, mais qui ne sont pas des bugs. C'est parce que comme c'est pas bien renseigné, ça ne fonctionne pas. Donc, l'important est de bien remplir sa fiche salariée. Quand la fiche salariée est bien remplie, tout va bien dans Isidore. Enfin, en tout cas, dans EasyRH. Si on commence à ne pas remplir certains éléments, bah là, Isidore, il va pas savoir ce qu'il doit faire parce qu'il lui manque des éléments. Donc ça, c'est vraiment impératif. Alors après, voilà, on n'est pas parfait. Je garantis pas qu'il peut y avoir un bug, même si vous avez bien rempli votre fiche. On n'est pas à l'abri de petites choses qui, à un moment donné, un jour donné, on ne sait pas pourquoi. Voilà, ça, c'est le mystère de l'informatique. Mais 90% des tickets d'assistance sur les IRH, c'est parce que la fiche salariée n'est pas bien remplie. Donc du coup, voilà, c'est souvent une erreur, je dirais, humaine. Bien qu'on fait tous des erreurs, mais je veux dire, comme c'est pas rempli, mais en fait, il peut pas fonctionner correctement. Donc, c'est pas parce qu'il y a des champs, il y a des champs qu'il faut remplir, des champs qu'il ne faut pas remplir obligatoirement. Donc, tout est décrit dans le PowerPoint. J'ai mis toujours en gras ce qui est vraiment primordial. Voilà, donc on va reparcourir les volets. Il faut savoir que quand vous créez un salarié par défaut, le salarié, si vous le regardez sur le côté, donc vous voyez qu'il y a sa petite photo, vous voyez qu'il est en vigueur, donc ça, on jette toujours un petit œil pour voir si tout est bon. Par défaut, il va avoir une catégorie professionnelle agent de maîtrise. Parce qu'en fait, l'informatique n'aime pas le vide. Et il aime bien toujours remplir parce qu'on lui demande de remplir. Mais tant que vous n'avez pas fait la fiche de classification, tant qu'elle n'est pas renseignée, il va mettre la première catégorie professionnelle de la liste à agent de maîtrise. Voilà. Donc ça, c'est une des problématiques que j'ai. Si vous n'avez pas renseigné la fiche de classif, j'ai un message. Comment ça se fait que mon employé, il est agent de maîtrise alors qu'en fait, il est employé Alors, je réponds souvent, remplissez votre fiche et en fonction de la fiche du classif, du coup, il va bien renseigner la catégorie professionnelle. Mais voilà, on a ce petit défaut-là. On n'a pas encore trouvé la solution technique, mais il n'a pas d'incidence sur les autres
Parce que quand on corrige ce genre de choses, ça peut avoir des incidences, des effets de bord. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution technique idéale. Mais voilà, il y a déjà ce genre de petites choses. Si on ne remplit pas sa fiche, catégorie professionnelle, elle ne va pas être bonne. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Donc ici, on remplit bien début, fin si c'est CDD. Si c'est CDD, on met un CDD ici, il faut bien remplir son motif. En fonction du motif, il va sortir le contrat de travail qu'il faut. C'est-à-dire si c'est un CDD d'usage, vous aurez le modèle CDD d'usage. Donc si vous ne mettez pas, si vous mettez remplacement d'un salarié, vous aurez le CDD classique, accroissement temporaire classique, CDD d'usage, donc voilà. CDD à objet défini, on n'a pas de modèle, donc ça sortira un CDD classique. Parce qu'il n'y a pas forcément de... Mais on n'a pas le modèle. C'est possible aussi qu'on n'a pas le modèle aussi, hein, selon les cas, je vous dirais. Et donc, c'est pour ça qu'il ne sort pas le contrat de travail et qu'il y a un message d'erreur. Donc là, pour l'instant, Isidore a dans sa bibliothèque le CDD, le CDDI et le CDD d'usage. Pour les RPTT, donc répartition pluri-hebdomadaire, et pour les temps constants. Et pour les temps constants. Et donc après, vous avez la déclinaison pour les temps partiels et temps pleins. Donc tout ça, il a dans sa bibliothèque et il a aussi tout ce qui est formateur. Il a les contrats formateurs. Donc ça, c'est pas obligatoire, hein. De toute façon, vous aurez tout dans les diapos. Ici, j'ai fait exprès de le mettre formateur, c'était pour tester un contrat. Si vous voulez un contrat formateur, vous allez indiquer ici qu'il est formateur. Si vous dites qu'il est en CDD, vous oubliez de cliquer là, vous mettez rien, il va vous sortir le CDD. Si vous voulez le contrat CDD formateur, il faut bien mettre ici qu'il est formateur. Sinon, ça ne sortira pas. Ça marche? On n'a pas le modèle encore pour les enseignants et les DDFPT, là, les anciens chefs de travaux. Là. Donc, ça, on n'a pas parce qu'en fait, c'est du fonction publique. Alors, on n'a pas de modèle idéal. Si vous êtes coincé, n'hésitez pas à envoyer un mail en assistance. Le pôle social peut, dans ses grimoires, vous sortir un modèle de contrat. Mais du coup, ils font plutôt à la demande parce que c'est quand même assez rare et on ne va pas polluer Isidore avec ça. Ça marche? Voilà. Classification. Donc là, on fait attention aussi quand on manipule. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur une personne qui me dit « Je ne comprends pas, les congés payés affectés sont pas bons. Dans le planning, j'ai pas les bons congés payés. » Donc, normalement, on est dans les plannings, aucun rapport avec la fiche de classif. Eh bien si, parce qu'en fait, c'est les fonctions qui déterminent les congés payés. Et donc, c'est une personne qui m'avait mis, au lieu de mettre 100%, elle m'avait mis 10%, qui était 10% en fonction à 51%. Mais donc, du coup, comme il n'a été que 10% en fonction à 51, Isidore a considéré que 90% du reste de son temps, il était à 36. Donc, dans les plannings, il va les mettre 36 CP. Parce qu'il tout simplement, il manquait un 0 sur sa fonctionnalité. Alors, vous avez un message qui s'affiche en grand sur l'écran. Attention, il faut que ça atteigne 100%. Mais malgré ça, la personne a validé quand même, a enregistré et du coup a fait ce petit couac sur ses plannings. Donc, comme quoi, tout est vraiment important. Donc, quand on va renseigner une fonctionnalité, à chaque fois, il y a la petite disquette aussi à faire ici. Sinon, ça ne s'enregistre pas. Donc voilà, la personne elle m'avait fait 10 comme ça, et puis c'était la seule fonctionnalité qu'il y avait.
Donc, du coup, ça ne fait pas. Et si je fais ça, je fais ça. Et j'enregistre. Voilà, il me met un petit message. Le total des fonctions doit être à 100%. Bon, il ne reste pas très longtemps, hein. Faut être, j'avoue, elle a peut-être zappé. Mais après, ça paraît logique, hein. Quand on fait une fiche de classif, il faut bien regarder ce qu'on fait. Quand même assez sensible. Donc, voilà. Donc là, on fait. C'est la première chose à vérifier, c'est ça. Et ça, du coup, ça a une incidence sur les congés payés. Ensuite, ça donne aussi la strate de rattachement. Donc ça, c'est automatique, hein. C'est en fonction de notre Bible de toutes les fonctions là, qu'on retrouve dans la convention collective, qui fait à peu près une 50aine de pages, hein. C'est ça le plus long dans la convention. Ensuite, on a les critères classants. Donc là, vous faites vos petites coches. Et ensuite, vous allez renseigner l'ancienneté. Donc l'ancienneté, soit il n'y a pas d'ancienneté, donc là, ici, c'est vide, et vous mettez la date de début de contrat, c'est ce qui est par défaut. Soit il a travaillé avant de venir chez vous ailleurs, et là, du coup, vous renseignez la période. Interruption, on l'a mis, ça annule, à vous de voir. Est-ce que c'est utile pour vous de signaler une période où, en fait, il n'y a pas d'ancienneté qui vaut? Dans ce cas-là, autant pas la mettre. Après, il y en a qui veulent la mettre quand même. Voilà, par exemple, des congés sabbatiques où il a travaillé 4 ans là, après pendant 2 ans, il n'a pas travaillé, et puis après, il revient ici, et les personnes préfèrent avoir toute l'historique. C'est à vous de voir. Si jamais vous voulez pas prendre en compte, mais le noter quand même, bah, vous cochez interruption, du coup, ça ne prendra pas en compte sur le calcul de l'ancienneté. Donc, le calcul de l'ancienneté, c'est le tableau en dessous plus la date ici. Il va additionner les deux et vous aurez votre ancienneté. Donc, si en dessous, vous mettez 4 ans, sans cocher l'interruption, évidemment, et que là, vous avez 2 ans, eh bien, il va compter, ça fera 6 ans d'ancienneté. Je rappelle aussi, je l'ai beaucoup en assistance, hein, ça doit m'arriver tous les mois. Les personnes impriment leur fiche de classification et en la regardant, ils me disent c'est pas normal, il a depuis 6 ans et en fait, je retrouve pas l'ancienneté. C'est parce que, attention, en fonction de la strate de rattachement, vous n'avez pas la valorisation de l'ancienneté. Sur la fiche de classification, on ne met que l'ancienneté, entre guillemets, qui donne des points. Donc, j'ai plus en tête exactement, mais la première année, on a, en fonction des strates, je crois que la strate 2, c'est à partir de la 3e année. Les 2 années, ça compte pas. Et, je dis peut-être des bêtises, hein, parce que je ne l'ai pas en tête. Je les mélange tout le temps. Mais voilà, vous n'avez pas tout de suite votre ancienneté qui compte. Bien sûr, elle est prise en compte dans le calcul, mais elle ne donne pas de points tout de suite. Parfois, c'est à partir de la 2e année, à partir de la 3e année, à partir de la 4e année. Et je crois qu'après, il n'y a pas 5e année, peut-être la strate 4, mais pas sûr. Du coup, voilà. C'est normal que du coup, vous ne retrouvez pas l'ancienneté totale. Dans la fiche de classification d'Isidore, on ne voit que l'ancienneté valorisante, qui est valorisée par les points. Donc, 6 points par an à la strate 1, 5 points par an à partir de la strate 2. C'est que ça qu'on met dans la fiche de classif, ce qui donne des points. Le reste, on s'en fiche, ça n'a pas d'intérêt pour la classification, puisque la classification, on va chercher les points pour définir le salaire. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un développement quand même qui a été proposé. Alors ça va être toujours un éternel conflit avec les udo-uro, entre les juristes, entre ceux qui veulent la mettre, ceux qui veulent pas la mettre. Parce que si on la met, en fait, tout le monde va dire, bah non, il n'y a pas assez de points. Parce que, et alors du coup, il va falloir expliquer qu'en fait, non, sur les 6 ans, on n'en prend que 3 et pas les 6.
Donc, du coup, on préfère indiquer que les valorisantes. Alors, il y a tout un éternel débat qui traîne au sein du réseau sur ça. Donc, voilà. Donc, même au niveau des logiciels de paye, il y en a qui mettent, il y en a qui mettent pas. Voilà. Donc, moi, je suis partisane de pas la mettre, étant donné qu'elle donne pas de points. Donc, mais on pourrait peut-être la mettre à titre d'information. Voilà, il faut essayer de tourner le truc pour que les gens s'y retrouvent. Mais voilà. Et ensuite, là, on met l'évolution triennale. Donc, c'est ce qui est sur la nouvelle convention collective, ce qui a remplacé un peu les points de formation. Voilà, c'est s'il n'y a pas de formation, c'est 15 points automatiques. Et sinon, s'il y a valorisation, bah, vous mettez le nombre de points. L'implication professionnelle, ça n'a pas bougé. Et ensuite, vous avez la rémunération minimale. Pareil, c'est une rémunération minimale. C'est pas parce que la classification dit que Antoine, je dois le payer 908,40 par mois que je suis obligée impérativement de le payer 908,40 par mois. Si je veux lui donner, je sais pas, 50 € brut de plus, j'ai le droit. Ou alors il l'a signifié, etc. Donc du coup, j'ai le droit de lui mettre ça. Et du coup, ça va ressortir dans son contrat de travail. Donc ça, c'est des négociations en fonction de la compétence. S'il veut justifier les choses, ça se fait au moment de la signature du contrat. C'est sûr qu'après, la plupart du temps, on souhaite donner le minimal brut. Et il n'y a pas forcément de négociation contractuelle. Et dans ce cas-là, je me trompe, il ne faut pas mettre 50. Hein. Si je mets 50, du coup, il faut que j'écrive ici 958. Je suis en train de parler en même temps, je dis des bêtises. On met ça, du coup, si c'est une rémunération contractuelle, et du coup, c'est celle-ci qui sera inscrite au contrat de travail. Voilà. Si vous le payez 50 € par mois, je pense qu'il ne sera pas content. Mais voilà. Donc ça, c'est ce qui est légal. Rémunération minimale, c'est ce qui est obligatoire, c'est le minimum. Voilà. Ça ne vous empêche pas de mettre plus si il y a besoin pour absolument avoir cette personne. Ou, voilà. Et ça, c'est à vous de voir. Parce qu'après, c'est en fonction des territoires, en fonction des niveaux de vie. Voilà, c'est pas pareil partout. Par exemple, à Paris, c'est pas le même niveau de vie qu'en province. Dans les dom-toms, j'imagine qu'aussi vous êtes, voilà, vous avez l'inflation qui est peut-être gérée différemment. Enfin, voilà, on n'a pas les mêmes conséquences. Donc, du coup, ça peut aussi s'entendre que la branche préconise un salaire minimal, ce qui n'empêche pas d'ajuster en fonction de sa situation financière, de la vie un petit peu qui se passe sur son territoire. Voilà. C'est clair pour vous? Ensuite, on passe au temps de travail. Donc là, je disais qu'on a des modèles de travail, de contrat de travail pour la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail, ce qu'on appelait avant l'annualisation, ou encore pour les CDD, on appelait la modulation. Hein, on avait des noms, alors là, on en a un super. Hein. Alors moi, j'arrive pas à le retenir, alors je dis RPTT. Voilà. Mais en fait, voilà, c'est si le temps de travail est lissé sur l'année. Donc, on le conseille pour tout contrat qui dure un an. Ça, comme ça permet d'annualiser. C'est pour ça qu'on a appelé l'annualisation. Et des CDD de 18 mois, vous pouvez faire du RPTT. En revanche, si c'est des contrats de 2 mois pour des remplacements, etc., ou un accroissement temporaire d'activité, en tant qu'attaché de gestion, ça m'arrivait de faire des mini-contrats pendant les vacances scolaires pour des hommes d'entretien, des plombiers, des électriciens, des mecs qui mettent en peinture, qui viennent pour carreler, parce que du coup, ça permettait en fait
d'avoir un temps constant. Je faisais du temps constant puisque je n'ai pas annualisé sur 4 semaines, ça ne sert à rien. J'ai eu payé ses congés et puis c'est 10% à la fin du contrat et puis voilà. Mais pour les accroissements temporaires d'activité, c'est toujours intéressant. Pour les remplacements, ça dépend de la durée de l'arrêt maladie, comme on ne sait jamais. C'est vrai qu'on a tendance à choisir quand même le RPTT. Mais quand c'est des accroissements temporaires, c'est-à-dire qu'on sait à peu près timer, on peut partir sur du temps constant. Ça évite de lisser. Et en fait, les personnes vont vraiment faire 35 heures. Il n'y a pas de plus pour avoir des jours à zéro, quoi. Et donc ça, on a les modèles de contrat. Par contre, les autres, c'est possible de les renseigner dans EasyRH, mais par contre, on n'aura pas les contrats. Donc si vous faites des forfaits jours, des forfaits heures ou toute autre organisation, là, dans ce cas-là, voilà, si vous avez les contrats, vous avez vos modèles, ben, continuez là-dessus. Par contre, si vous en demandez, ben, vous envoyez un petit mail en assistance et je renvoie vers le pôle social qui vous cherchera un petit modèle de contrat. On ne l'a pas mis dedans parce que comme ça ne concerne pas tout le monde encore, on ne les a pas encore intégrés dedans. On attend d'avoir un peu plus de demandes et c'est vrai qu'on n'a pas tant que ça. Donc, pour l'instant, on ne le pollue pas avec ça, quoi. Donc ensuite, on a le temps de travail effectif. Donc ça, c'est ce qu'on va faire à l'année. Et ensuite, on a le temps de travail à la semaine. Donc, ça, c'est le temps de travail qu'on a sur le contrat de travail. C'est vraiment l'heure contractuelle. Donc, si quelqu'un est à 17,50, il va travailler 20, 22 heures pour pouvoir après avoir des jours à zéro. Et ensuite, ben, ça nous fait le temps de travail lycée mensuel. Et ça, c'est ce qu'on indique sur le bulletin de paye par rapport au 151,67. Alors, vous avez peut-être une petite particularité sur le temps de travail. Je ne sais pas si vous avez, étant donné que vous avez des jours fériés plus que nous, je crois que vous en avez 2 de plus, vous n'avez peut-être pas les 1477. Nous, alors ça c'est pour du 51 CP. Hein. Nous, on est basé sur 1570 et 1500, non pas 1570, c'est quoi les 1500? Oh, je l'ai plus. Pour les 36 CP, 1510. Et 1477 pour les 51 CP. Alors vous, si vous n'êtes pas sur le même rythme, vous avez un horaire différent, ce qui ne serait pas déconnant étant donné que vous n'avez pas les mêmes jours fériés que nous. Du coup, il va falloir indiquer sur chaque fiche salariée votre temps de travail ici. Puisqu'il est différent de 1477. Voilà. Donc ça, c'est une particularité que vous avez chez vous et qu'on n'a pas encore généré massivement, qu'on ne peut pas encore générer pour tout le monde. Donc du coup, on le travaille sur la fiche salariée. Il faut juste l'indiquer ici. Il y a aussi l'Alsace qui est concernée, puisqu'ils ont aussi 2 jours de plus. Hein. Ils ont le lendemain de Noël et vendredi saint, je crois, en jour férié. Donc, ils ne peuvent pas faire 1477 heures. Ils en font un peu moins. Voilà. Ça va pour vous? Oui, ça va. Donc, du coup, voilà, ça, c'est obligatoire. Ok. Ce qui est très souvent oublié et ce qui vous empêche de générer les contrats, et ça arrive à 100% des cas. Quand j'ai un problème d'assistance, qu'on m'envoie un message pour dire je ne comprends pas mon contrat de travail, j'ai un message d'erreur en anglais, etc. C'est parce que ça n'a pas été renseigné. En fait, les gens se jettent tout de suite sur les heures et ça passe complètement à la trappe. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est la première ligne. Et en fait, très souvent, c'est oublié. Donc, si on ne le met pas, du coup, on a un message d'erreur. Alors, je vais mettre autre, par exemple, pour vous montrer ce que ça fait. Je vais bien l'enregistrer. Je vais faire générer
les documents. Donc, le contrat de travail. Télécharger. Et vous allez arriver sur documents non trouvés. C'est ce que ça veut dire là, ici, en anglais. C'est pourquoi document non trouvé? Parce qu'en fait, il ne trouve pas le modèle. C'est pour ça qu'il fait un document non trouvé. Alors, c'est vrai que pour nous, on sait tout de suite ce que ça veut dire. Pour un utilisateur, il se dit, mais pourquoi il ne l'a pas trouvé? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on se dit, tiens, c'est bizarre, ça bug. En fait, c'est souvent ça qui n'est pas bon, en fait. Donc, il faut prendre un des deux. Et si c'est pas renseigné, bah, du coup, il ne fait rien. Donc, le fait que j'ai changé son contrat de travail, du coup, ça m'a effacé les heures, etc., hein, comme j'avais changé sur autre. Et il ne conserve pas ce que j'avais fait. Donc, c'est pas grave, ça, je reverrai après. De toute façon, c'est une fiche. Ici, on va avoir tout ce qui est dossier administratif. Donc, son nom de famille. C'est là que je vous disais, si vous avez des projets, vous pouvez taper projet 1, projet 2 et dire à peu près les changements que vous avez faits. Ça vous permet de les dissocier. Vous allez pouvoir rentrer le numéro de sécurité sociale. Matricule, c'est pas nécessaire. C'est si jamais vous avez besoin pour la paye, pour un cabinet de paye. Bon, après, c'est pas toujours obligatoire. Date de naissance commune, hein, ça c'est le questionnaire classique, multi-employeur ou pas. Comme ça c'est indiqué dans le contrat de travail. Tout ce que vous indiquez là, en fait, ça va toujours se répercuter dans le contrat de travail. Et puis après, vous arrivez à générer votre contrat. Affiliation EP, voilà, ça c'est oui, non, je prends la mutuelle ou pas. Si je ne la prends pas, il faut mettre un cas de dispense et il faut avoir le justificatif, hein. Ça c'est le classique. Donc là, du coup, vous allez pouvoir gérer ça ici. Et s'il y a un cas de fin de dispense qui arrive, vous allez être prévenu sur Isidore par mail. Vous recevez régulièrement des notifications des choses qui vont arriver par rapport à ce que vous alimentez dans Isidore. Les notifications, là, j'en ai 24. Je vais les retrouver ici. Mais en plus, il me les envoie par mail pour me rappeler. Dès que j'en ai une qui me vénère, je reçois un petit mail pour dire, ah, attention, il y a un cas de fin de dispense. Il y a pas mal de notifs comme ça qui sont répertoriés. Donc ça, c'est des automatismes. Une fois que vous avez tout votre fichier, vous allez pouvoir du coup renseigner si vous avez bien votre fiche de poste, votre fiche de classique, contrat de travail, etc. Donc ça, c'est plus quand c'est des nouveaux salariés. Quand vous les importez, libre à vous d'utiliser champ ou pas, hein. Moi, je trouve que c'est bien pour les nouveaux qui arrivent. Après, les anciens, bon, vous n'avez pas retrouvé dans les archives quand est-ce que vous avez mis le contrat de travail de telle personne. Ça n'a aucun intérêt dans les IRH, hein. Franchement, c'est juste pour vous rassurer et de l'avoir sous la main au cas où. Mais pour les anciens salariés qui n'étaient pas sous IRH avant, ça n'a aucun intérêt. Pour ceux qui vont arriver, après, oui, pourquoi pas. Ça vous permet de savoir que oui, vous avez bien tout remis, tout est bon. Voilà. C'est bon pour vous? Laura, on a deux questions Oui. d'Elisabeth. La première concerne le planning. Si on donne accès au planning à un surveillant, est-ce qu'il aura accès aux autres onglets, même en consultation? Non, parce qu'en fait, il aura quand même accès aux autres onglets. Parce qu'en fait, pour avoir accès au planning, pour fonctionner, EasyRH a besoin des fiches, puisque les fiches sont liées au planning. Quand on a une fiche salariée, en fait, évidemment, il y a ça. Donc ça, on ne peut pas le dissocier. OK. Donc, faut Deuxième être sûr question. Si on alimente Isidore en cas de contrôle URSSAF, est-ce qu'on peut faire une extraction pour la caisse? Pour la caisse une extraction, quelle extraction?
Je suppose que c'est extraction des salariés, hein, en De cas de toutes les contrôle. fiches. Ouais. Ouais, non, là pour l'instant, on n'a pas possibilité d'extraire, de générer en fait un tableau de toute la liste des salariés, ça on n'a pas. Là pour ça, c'est le logiciel de paye, par contre, en général, il a tout ce qu'il faut pour ce genre de choses. Moi, j'ai travaillé chez Aplim, donc par exemple dans Charlemagne, je sais qu'il y avait des éditions possibles euh, avec toutes les données salariales. Et puis après, c'est vrai qu'il vaut mieux partir pour l'URSSAF, hein. Vaut mieux partir du logiciel de paye parce que lui, du coup, il a vraiment tous les salariés qui ont vraiment été payés. Que EasyRH, il va avoir un peu de tout et n'importe quoi parce qu'il y a les projets aussi qui sont là. Donc, du coup, nous, on n'est pas parti sur l'extraction parce qu'on a considéré que c'est plus du domaine de la paye, contrôle URSSAF, tout ça, c'est quand même pour contrôler les payes. Donc, et en général, voilà, les logiciels de paye sont plutôt bien équipés. Donc, pour nous, ça n'avait pas d'intérêt forcément de faire ça, quoi. Ok. Alors, je reprends mon petit support. Donc voilà, là, je reprends tout ce qui était. Voilà, je marque en plus à chaque fois sur le côté ce qui est important. Ça, c'est le temps de travail. Voilà. S'il y a des accords entreprises aussi, hein, vous pouvez aussi, si jamais il y a des personnes qui sont restées, parce que avant, hein, il y a déjà un moment, on est passé à 51 CP, mais tout ce qui était vie scolaire, ils étaient à 58. Et il y en a qui ont des accords entreprises où ils sont restés à 58 CP. Donc si c'est le cas, il faut bien changer ici. Et il va falloir aussi changer là. Parce que du coup, s'ils ont plus de CP, ils ont forcément moins de temps de travail. Ah, c'est 1565 que je cherchais tout à l'heure pour les salariés à 36 CP. Ah, c'était les vacances il n'y a pas longtemps, là, avec Noël, j'ai perdu quelques notions. Et donc voilà, j'ai bien mis en rouge, ne pas oublier celui-là, parce que voilà, c'est le plus oublié. Donc vous pouvez aussi vérifier les oublis sur le dossier. Ça permet de voir s'il est bien complété à 100%. Ça évite de faire des oublis. Pour tout ce qui est EP santé, j'ai remis aussi les notices, si vous voulez en savoir plus sur les cas de dispense, etc. Et après, voilà, bon, les documents d'embauche. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, puisque voilà, c'est la fois prochaine qu'on va attaquer les plannings. Comme je ne voulais pas trop charger, j'ai voulu vraiment distinguer la partie administrative un peu des plannings. Parce que sinon, ça fait un peu beaucoup et en plus, il me reste que 15 minutes, donc je préfère le consacrer aux questions si besoin, plutôt que d'attaquer. Ok. Je sais pas, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a dit ce matin ou des points à approfondir un petit peu? Non? Pas de Bon, ça me questions? rassure, ça montre que C'était j'étais très claire. clair. Après, il faut pratiquer, hein, c'est comme tout. Voilà, ce que j'avais dit, il faut que je Voilà. manipule d'abord. Ah. J'ai compris le gros, mais il faut que je manipule d'abord pour que je puisse. Par contre, il y a quelque chose que vous avez dit par rapport aux heures. Est-ce que vous avez tenu compte des spécificités au niveau des jours fériés ici pour nous donner le nombre d'heures? C'était 1000. Alors, il faudrait refaire le calcul. Ouais. Faudrait reprendre la Parce que convention vous aviez, collective. Je connais pas les. Les jours non travaillés, Ouais, c'est c'est ça. ça. Les Déjà, jours- je sais, c'est combien de jours fériés vous avez? 51, ça c'est clair. Non, jour Non, férié? non, Non, jours 16 fériés. jours Ah, fériés, 51, ça 16. fait beaucoup. 16 Non, non, jours fériés. 13, non. ok. 16 Donc, jours fériés. 13 jours fériés? d'accord. Donc, vous en avez 16, 3 de plus que 16, nous. Ah, 16. Ah oui. Ah bah, 16. je vais venir chez vous, moi, je crois. Parce que nous, on a que 10, du coup. Donc, vous avez 6 jours de plus. Donc, du coup, il faudrait reprendre le calcul de la convention collective qui est, je vais vous le montrer, hein. On a ça dans Isidore.
Donc, je vais aller dans la doc EasyRH. Vous avez une actu sociale qui est dédiée à la convention. Bon, c'est toujours là que je vais la chercher. Alors, elle est où? Il y a trop d'actu sociale. Il y a une qui est spéciale. Ah, voilà. Actu sociale, voilà. Je vous la mets dans la conversation, si jamais ça vous intéresse. Hop. Et donc, dedans, vous avez le texte consolidé, en fait. Et là, du coup, vous retrouvez la convention collective. Ah bah, nickel. Je suis tombée. Comme quoi, je le consulte souvent et je m'en souviens jamais. Donc là, je suis tout de suite sur la bonne page. C'est la page 67. Voilà. Et donc, en fait, il faut refaire le calcul, sauf que vous, ici, c'est pas 10, c'est 16. Et donc, du coup, je sais pas s'il y a un détail de calcul, mais On resterait donc voilà. 365, on resterait en CP, Moins on resterait 52, déjà moins 36, moins 10, ça vous donne un nombre de jours ouvrables. Donc là, c'est Mhm. moins 16. Ouais. Ça vous donne un nombre de jours ouvrables que vous divisez par 52, puisqu'il y a 52 semaines. Ça vous donne un nombre de semaines travaillées et que vous multipliez par 35 heures. Et puis, du coup, vous avez votre temps plein à 1565. C'est clair pour vous ou je vous refais le calcul? Donc, 365 moins 52 moins 36 ou 51, si vous voulez 51 CP. Il faudra faire les deux calculs. Moins 16, ça vous donne un nombre de jours ouvrables que vous divisez par 52 semaines et que vous multipliez par le temps plein qui est 35 heures. Et après, du coup, il y a des prorata qui se font, s'il y a temps partiel, etc. 51, c'est pour les ASEM. Voilà, 51, c'est tout ce qui est vie scolaire, ASEM, etc. Tout ce qui est relatif, en fait, tout le personnel qui est près de l'enfant. Donc, du coup, pour les 51, ça va faire 365 moins 52. En fait, les 52, c'est quoi? C'est les 52 dimanches. On ne dit pas 52 parce que c'est les semaines, c'est les 52 dimanches. On retire moins 51 CP, moins 16 jours fériés. Ça vous donne un chiffre que vous multipliez. 246. Voilà. 246, voilà. Que vous allez diviser par 52 pour avoir le nombre de semaines travaillées. Non, vous le divisez par 6. Vous le divisez par 6. Parce que c'est les jours ouvrables, en fait. Vous m'avez dit combien? 246? 246, ouais. Ok. Je crois qu'il faut le diviser par... Voilà. Vous allez le diviser du coup par 6 parce qu'en fait, jour ouvrable, c'est 6 jours dans la semaine, du lundi au samedi. Jour ouvré, c'est du lundi au vendredi. Donc, on le divise par 6, ça fait 41 fois 35 heures, 1435. Chez vous, quelqu'un qui a 51 CP devra faire 1435 heures. 435 heures, ouais. Voilà. Ok. C'est bon? On fait celui... Pour les autres salariés, c'est ouais. 36, hein, c'est pas 51 jours de congé payé. Il faudra qu'elle fasse attention. Donc, pour les autres salariés qui sont à 36, on va faire 365 moins les 52 dimanches, moins les 36 CP, moins les 16 jours fériés. Ça nous fait 261 qu'on divise par 6. Ça nous fait 43 semaines et demie fois 35 heures, 1522,50. Pour ceux qui sont à 36 CP. Alors, peut-être qu'il y a un arrondi qui se fait. Bon, c'est pour 30 minutes, hein. À vous de voir. Vous allez mettre 1522, on vous dira rien. Ou 1523, vous gagnez 30 minutes. En général, voilà, c'est soit vous mettez 1522, soit vous mettez 1522,50 au choix. Voilà.
toute façon, c'est toujours ces 30 minutes qu'on ne s'est pas placé à la fin du planning. Qu'on essaie de placer, et comme c'est très petit, voilà. Ok. J'ai une petite Voilà, question. Donc, pour le contrat que j'aurai sur le support papier, il va falloir que je le scanne et que je l'importe, enfin, que je le transfère Oui, sur la plateforme, c'est ça? c'est ça. Après signature, Donc, vous allez ça, je dans vais le le mettre dans le coffre-fort. coffre-fort. Voilà, c'est ça. Comme j'ai mis la fiche de classification d'Antoine là tout à l'heure. Donc, dans le coffre-fort, parcourir en bas à droite, vous allez chercher votre petit scan et vous faites télécharger et ça va se mettre dans le coffre-fort. Ça permet de le récupérer et de le consulter n'importe où. Si vous avez besoin, si vous télétravaillez, etc. C'est quand même plus sympa. Et puis voilà, et puis d'avoir une sauvegarde numérique au cas où, quoi. Même si vous devez le transférer, si par exemple il y a des UDO, vous avez besoin de le transférer à Ludo, bah, c'est pareil, Ludo, si c'est dans Isidore, il peut aussi avoir la possibilité de le récupérer. Comme ça, c'est plus confidentiel. Par exemple, les payes ou des choses comme ça entre UDO, je préfère qu'on passe par les coffres-forts Isidore plutôt que les envoyer par mail. Parce que, admettons, et je ne le souhaite pas, on pirate la boîte mail, ce qui est quand même très fréquent et ça se fait tous les jours. Ça serait dommage de tomber sur des fichiers de paye, quoi, ou des fichiers de contrat de travail avec des SIRET, des numéros de sécu, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple de le déposer dans le coffre-fort et puis après, Ludo va la récupérer dans le coffre-fort, quoi. Comme ça, chacun a ses accès, voilà, c'est beaucoup plus sécurisé, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Il y a une personne qui a dit attention entre jour chômé et jour férié. Chez nous, en métropole, il n'y a pas cette différence, mais les jours fériés, c'est vraiment les jours fériés nationaux, hein. Donc, vous, vous avez l'abolition de l'esclavage, vous avez les choses, vous avez peut-être des jours en plus. J'ai regardé jours fériés, jours officiels de Guadeloupe. Guadeloupe et Martinique, vous avez les mêmes? Pas tout à fait. L'abolition n'est pas le même jour. Ah oui, c'est pas le même jour, mais sinon, Ouais. ok, alors je vais regarder celui-là. Ah bah dis donc. Oui, ça c'est vacances, jour férié, ok, 1, 2, 3. Ah, le mercredi décembre, c'est férié chez vous? Non, c'est Oui, une fête. Ah, c'est férié. on ne Ok. bosse pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est événement exceptionnel. Ouais, 14, 15 et 16. Si je ne compte pas celui-là. Ouais, il y en a bien 16. Le 21 juillet, vous ne travaillez pas. Le 14 juillet. Le 22, on le compte deux fois là, hein. Je vois mercredi 22, il apparaît deux fois. Ah oui. Ouais, je l'ai compté qu'une fois, moi, hein. C'est parce que là, il était en D'accord. vacances scolaires. Moi, je l'ai compté Ok. que là. Donc, normalement, ouais. Après, je suis sur la Martinique, hein. Même à la Martinique. Je vais regarder peut-être Guadeloupe. Voilà. Alors, là, il s'est mis comme ça. Donc, Alors, 1er janvier. tout 1, ça, 2, janvier, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14,
15, 16. Mais là, c'est les vacances, là. Oui, mais Et s'il y a des jours, bon. fériés, il faut les compter. Hein. Mais il y en a que c'est pas férié, 18, 19, parce que là j'en ai 20 du coup, 21 même. Il y en a, vous travaillez quand même. Là, mi-carême, vous travaillez On là? ne travaille pas. Ah ouais? C'est férié pour tout le monde. Ah, parce que du coup, vous en avez plus que ça. Et là, pareil, le 21, férié? Non, là, il y a des gens qui. C'est chômé. Ouais. Comme dit Elisabeth, ces jours-là, c'est Ah, chômé. c'est ça, il y a des jours chômés. Ouais. Ah, je sais pas comment ça marche du coup. Ah ouais. Ah bah étudier alors. Je vous referai un calcul alors. Si c'est pas. Faut que je vois avec Jean-René du coup au pôle social. Si les jours chômés, je dois les déduire du calcul. Chômé, c'est-à-dire que vous travaillez pas dans tous les cas. Donc normalement, on n'a pas le droit de placer d'heures dessus. Ouais. Sauf si c'est un peu comme notre lundi de Pentecôte où la Pentecôte, c'est pareil. Est-ce que il n'est pas vraiment férié maintenant le lundi de Pentecôte? On a le droit de travailler sur le lundi de Pentecôte. C'est notre journée de solidarité normalement. Donc nous, chez nous à Ouais. la FNOGEC, on travaille pas, donc on fait notre journée de solidarité à un autre jour. On vient à l'Assemblée générale en fait. Donc c'est pas un jour férié le lundi de Pentecôte. Ça l'était, mais ils nous l'ont retiré pour mettre la journée de solidarité pour les personnes âgées là. C'est Ouais, c'est Sarkozy qui a fait ça. On n'est Ah, pas sûr dans le quota. donc Ok. il faut à vérifier. Je ferai une proposition et je vais voir avec Jean-René. Je proposerai quelque chose à Willy et Ralph qui diffusera chez vous quand ils auront vérifié. Elisabeth nous signale que sur le site de la préfecture, il compte 12. La préfecture de Guadeloupe, il compte 12. D'accord. Bon, après, je ne sais pas si on peut prendre ça comme base, mais. Ouais, ça marche. Bah, je vais faire plusieurs recherches pour avoir exactement ce qu'il faut en jour férié. Et puis, je vous ferai une proposition de calcul. Vous allez vérifier. Je vous mettrai tous les jours fériés à la liste pour voir si c'est bon pour vous. Ok. Et puis, je verrai. Et c'est vrai que cette question de jour chômé, je poserai quand même la question à Jean-René pour voir si. C'était quand, Voilà. en réunion de chef d'établissement, on avait quand même tout compté, mais il y en avait 16. Hein. C'est D'accord. pour ça qu'on avait 1435 heures. Ok. Ok. Ça marche. Eh ben, on étudie ça et puis on vous fait un retour. J'essaierai de voir ça cette semaine. Parce que comme on va faire les plannings La vendredi semaine prochain, prochaine, justement, ça ferait ça fait être bien d'avoir l'info. Ça la même marche. base. Bon, alors je vais mettre fin à l'enregistrement. Bon, il va s'arrêter quand je vais fermer de toute façon, donc ça devrait aller. Voilà. Là, il enregistre toujours, donc c'est bon. Et bien, du coup, je vous dis à vendredi prochain avec cette information du coup pour ces jours fériés et ces jours chômés. Chômé. Très Voilà. bien. Merci à tous. Bonne journée. Ralph, à bientôt. Merci, ça Bonne marche. À bientôt, journée. bye. Bonne journée. Bon week-end. Merci. Merci, bye.